Imaginez un peu la scène. Un ami très proche vient vous voir avec une idée brillante. Il veut lancer sa boîte et il cherche des financements. L'enthousiasme est là, et naturellement, le premier instinct c'est de vouloir l'aider. Mais on ne va pas se mentir. Investir dans le projet d'un proche au tout début de l'aventure, c'est statistiquement l'un des paris financiers les plus dangereux qui soient. Aujourd'hui, on enfile notre casquette de conseiller financier impitoyable. L'objectif de cette analyse n'est absolument pas de briser des rêves, mais de vous donner une méthode chirurgicale pour évaluer cette opportunité de manière froide et surtout objective. Bon, voici notre plan d'attaque pour séparer l'émotionnel du rationnel. 1. Le piège de l'amitié. 2. La fameuse règle d'or. 3. Les 5 documents essentiels. 4. Les 5 questions clés à poser. 5. L'analyse du fondateur. Et on finira avec le point 6. Pourquoi les contrats sauvent les amitiés. Allez, on plonge direct dedans. Section numéro 1 donc, le piège de l'amitié, ou comment les émotions brouillent notre vision de la réalité. C'est bien souvent là qu'on fait la plus grosse erreur. On confond la confiance personnelle qu'on a envers quelqu'un avec sa compétence professionnelle. Le stade de démarrage, la fameuse phase de start-up, c'est le summum de l'incertitude. Concrètement, ça veut dire quoi? Zéro historique financier, des valorisations qui reposent sur du vent, des hypothèses pures et un cash quasi inexistant. Vouloir aider, c'est super noble, aucun doute là-dessus. Mais l'affection n'est pas un critère d'investissement. C'est du business et ça demande une logique de business. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, la règle d'or pour établir des limites claires. Franchement, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose de toute cette analyse, c'est cette règle. N'investissez que l'argent que vous pouvez psychologiquement vous permettre de perdre en totalité. Je dis bien en totalité. Pas juste un petit bout, pas avec l'idée d'un remboursement rapide la semaine prochaine. Si perdre cette somme risque de mettre vos finances dans le rouge ou, pire, de détruire votre relation, la seule bonne réponse, c'est un non catégorique. C'est dur, mais c'est vital de l'accepter avant même de commencer à discuter. On passe à la section 3, les 5 documents essentiels. Autrement dit, on exige des preuves objectives. C'est le moment de mettre son armure d'investisseur. Fini les belles paroles autour d'un café, on veut du concret sur la table. Voici les 5 piliers non négociables. L'enregistrement légal, le compte pro, le journal de caisse, le business plan et le contrat. S'il en manque un seul, c'est un énorme drapeau rouge. Le premier filtre absolu, le document numéro 1, l'enregistrement légal et la patente. Par exemple auprès du ministère du Commerce. Sans existence juridique officielle, il n'y a tout simplement pas d'entreprise dans laquelle investir. C'est la base de la base. Pas de papier officiel, fin de la discussion, on ferme le dossier. Ensuite, le document 2, le relevé de compte bancaire professionnel. Regardez bien ça. Quelqu'un qui paie ses courses personnelles avec la carte de la boîte, c'est le signe d'une gouvernance totalement chaotique. À l'inverse, voir un compte pro dédié et strictement séparé, ça prouve que le fondateur a compris que son entreprise est une entité distincte. C'est un signal de maturité énorme pour un investisseur. Document 3, le journal de caisse. Alors pas besoin d'une usine à gaz ou d'un logiciel ultra complexe. Un simple registre, mais tenu avec une rigueur militaire, se suffit largement. Pourquoi exiger ça? Parce que ça montre la discipline opérationnelle du fondateur au quotidien. Et au tout début d'une aventure entrepreneuriale, cette discipline vaut presque plus que l'idée de départ. On arrive au document 4, le classique business plan. Bon, on va être honnête, les chiffres projetés sur les 12 prochains mois seront forcément faux. C'est le jeu des prévisions. Mais le but ici, ce n'est pas de lire l'avenir dans une boule de cristal. C'est de voir comment le cerveau du fondateur fonctionne, quel problème il résout, c'est quoi la solution exacte, comment on va générer des revenus. C'est un test de clarté mentale. Et le dernier document de cette liste, le numéro 5, un projet de contrat d'investissement. Montant, part de l'entreprise, droit et surtout, les conditions de sortie. Si votre ami commence à bégayer ou à hésiter quand on parle de formaliser tout ça, croyez-moi, cette hésitation est la réponse la plus éloquente que vous pourrez obtenir. Allez, on enchaîne sur la section 4. On a vu les papiers, maintenant on passe aux 5 questions clés pour mener ce qu'on appelle un véritable audit comportemental. Question numéro 1, et c'est souvent l'épreuve de vérité. As-tu déjà un premier client ou une première vente, même symbolique? C'est très courant de voir des fondateurs tomber amoureux de leur propre concept. Mais la vraie question c'est, est-ce que quelqu'un d'autre est prêt à sortir sa carte bancaire pour l'acheter? Il ne faut absolument jamais sous-estimer le pouvoir du chiffre 1. Une seule et unique vraie vente, ça prouve qu'un marché existe. Ça marque la frontière exacte entre la pure théorie et la réalité commerciale. Question numéro 2. Qui sont tes fournisseurs et as-tu déjà des accords? En gros, on cherche à savoir si la fameuse chaîne d'approvisionnement, c'est du concret ou juste une liste au Père Noël. S'il y a des noms identifiés et des accords de principe, ça montre un niveau de préparation opérationnelle très sérieux. Question 3. Quel est ton client cible exactement? Là, on attend un profil au laser. Si la personne vous regarde et dit « Bah, mon produit s'adresse à tout le monde », alerte rouge. Cibler tout le monde, c'est littéralement ne cibler personne.
Et c'est le meilleur moyen de brûler tout son budget marketing pour un résultat nul. 4e question, qui gère le quotidien? Ça, c'est pour évaluer ce qu'on appelle la concentration des risques. Si un seul humain fait absolument tout, de A à Z, le risque est gigantesque. S'il tombe malade ou fait un burn-out, la boîte s'arrête. Avoir une équipe, même composée de 2 personnes, ça apporte une résilience vitale au projet. Et enfin, la 5e question qui pique toujours un peu, est-ce qu'on fera un contrat écrit entre nous? La façon dont la personne réagit révèle instantanément son niveau de professionnalisme. Toute tentative d'esquive ou de recul face à cette question doit être perçue comme un avertissement brutal. Ce qui nous mène très naturellement à notre section 5, l'analyse du fondateur. Comment décrypter concrètement tous ces signaux? Franchement, c'est la clé de voûte de cette méthode. Un entrepreneur sérieux, même s'il débute, ne saura pas tout faire parfaitement, mais il aura structuré ce qu'il peut et il sera même soulagé de tout mettre par écrit. De l'autre côté, l'entrepreneur drapeau rouge va minimiser vos demandes. Il va dire des trucs du genre « mais on est amis, tu ne fais pas confiance ?» Attention, ça ne veut pas dire qu'il a de mauvaises intentions, mais c'est la preuve absolue d'un manque criant de préparation. Et dans les affaires, l'impréparation coûte très très cher. On termine avec notre 6e et dernière partie, le point culminant. Pourquoi les contrats sauvent les amitiés? Au bout du compte, l'idée c'est de protéger une relation humaine en lui imposant des règles strictes. Les bons comptes font les bons amis, littéralement. Un vrai ami sortira grandi de cette rigueur professionnelle. Mettre les choses noir sur blanc, ça protège l'investissement, bien sûr, mais ça protège surtout l'amitié contre les malentendus qui détruisent des vies. Pour conclure cette analyse, il faut se poser cette ultime question avant de sortir le chéquier. Si le simple fait de demander un contrat professionnel froisse un ami, cette relation était-elle vraiment assez solide pour s'associer en affaires? Je laisse cette réflexion faire son chemin. La clarté, c'est au final le plus beau gage de respect. Gardez toujours cette casquette d'investisseur averti bien en place et on se retrouve très vite pour décortiquer ensemble un nouveau sujet.